j'ai reçu ton ordinateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La puce à l'oreille. En 15 minutes chrono, l'informatique et ses concepts nébuleux sont rendus simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout, on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. D'une activité de niche, jugée parfois avec mépris et réalisée de façon confidentielle par des associations de passionnés, l'e-sport est aujourd'hui un secteur en plein boom. D'après une étude Newzoo, un cabinet d'études spécialisé dans le gaming, 2022 est en passe d'être une nouvelle année record pour l'e-sport qui devrait enregistrer des recettes de 1,28 milliard d'euros en 2022, une progression de près de 22% par rapport à 2021. L'audience forcément progresse elle aussi chaque année. Le cabinet estime qu'elle devrait même dépasser les 640 millions de spectateurs et spectatrices en 2025. Et justement, notre invité du jour, Servan Fischer, occupe un poste qui n'existait pas il y a quelques années. Sa profession, e-legal counselor, autrement dit juriste dans l'e-sport, elle l'a créée sur mesure en combinant ses études de droit et sa passion pour le gaming évidemment. Ancienne joueuse professionnelle, elle est désormais commentatrice e-sport et investie dans l'association Women in Games, en plus de son activité professionnelle. Alors quels sont les enjeux de l'e-sport aujourd'hui ? Business ou divertissement ? La passion des acteurs et des actrices du secteur arrivera-t-elle à conquérir le grand public ? On vous dit tout cela dans ce nouvel épisode de La puce à l'oreille. Bonne écoute ! Mais reprenons les choses dans l'ordre. L'e-sport vient de loin et ne s'est pas popularisé en 2 temps 3 mouvements. Il a fallu du temps. Alors, quand est-ce que tout cela a-t-il commencé, Servan Fischer ? Les compétitions de jeux vidéo, elles existent depuis très très longtemps, on ne se rend pas compte, mais dès les années 70, quand le jeu vidéo a commencé à se développer, notamment aux États-Unis, il y avait déjà des compétitions qui étaient organisées. Moi, quand justement j'avais 13-14 ans, donc année 2000, c'est là qu'il y a eu un espèce de regain d'énergie, on va dire, par rapport aux compétitions. Et en France, ça a commencé à énormément se développer. Il faut savoir qu'avec l'arrivée d'Internet aussi, ça a énormément aidé puisqu'on a commencé à rassembler les gens également en ligne et à organiser des tournois en ligne. Et il y avait toujours beaucoup d'associations qui décidaient de créer des événements physiques également à l'époque. Donc il y avait une sorte de grosse motivation de la communauté à se réunir aussi et à organiser de plus en plus de compétitions. Je pense qu'à l'époque, début des années 2000, il y avait également ce sentiment que ça pouvait devenir quelque chose, autre chose qu'un simple loisir, mais un véritable marché. On faisait beaucoup de comparatifs déjà avec le sport à l'époque. Et je dirais que début années 2000, on a commencé à vraiment avoir des gros événements qui se sont organisés, rassemblant des personnes du monde entier, donc même en dehors des frontières de la France. Et là, ça a été un moment où vraiment ça s'est accéléré. Après, on a eu beaucoup d'événements qui se sont créés qui n'étaient pas encore, on va dire, du niveau professionnel d'aujourd'hui. Bien sûr, on n'avait pas les mêmes moyens. L'argent était vraiment quelque chose qui manquait aussi à l'époque dans ce milieu-là, donc c'était très associatif, très communautaire. On faisait vraiment avec les moyens du bord. Il y avait quelques entreprises qui arrivaient à pas mal investir d'argent et à créer des événements un peu plus gros, mais c'était pas très rentable à l'époque. Comme aujourd'hui, ça ne l'est pas forcément encore énormément. Ah oui, car on ne vous a pas dit, mais vous l'aurez compris, l'e-sport, ce n'est rien de plus, rien de moins que des tournois de jeux vidéo durant lesquels des joueurs, des joueuses aussi, des amateurs, des amatrices aussi et professionnels s'affrontent pour remporter des prix. Et si Servan évoque l'argent, ce n'est pas un hasard. Car partant de l'amateurisme, le secteur s'est vraiment industrialisé ces dernières années, comme elle nous l'explique. J'ai vu qu'il y a eu un regain un petit peu, je dirais, années 2010-2012, ça a commencé à pas mal se développer. Il faut dire que les éditeurs ont commencé à mettre pas mal d'argent et à investir pour ces tournois également. Et on a vu, 2010, les éditeurs commençaient à pas mal développer leurs propres tournois, leurs propres ligues professionnelles, quasiment en interne. Alors bien sûr, ils ont fait appel à des entreprises externes pour organiser ces tournois. Mais on a vu énormément de tournois comme ça se développer qui étaient vraiment officiels et très 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 importants.
Et ça n'a fait que se développer depuis ces années-là. Ça n'a fait que grossir d'année en année. On avait de plus en plus de participants et du coup, plus en plus de joueurs e-sport, et plus en plus de tournois et avec aussi des montants à gagner qui ont grossi. Sur pas mal de jeux différents, ça a beaucoup évolué. Et je dirais que ça a vraiment grandi au fil des ans. Pour moi, grâce aux éditeurs, grâce aux marques qui se sont engagées, grâce aux sponsors qui ont aussi pas mal décidé d'investir dans ce milieu-là, grâce principalement aux joueurs aussi et aux joueuses qui ont mis en avant de plus en plus leur activité en tant qu'activité quasi professionnelle et plus simplement du loisir. Et les organisateurs d'événements qui ont toujours continué à organiser des événements de plus en plus gros et à les ouvrir au public aussi. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas forcément fait dans les années 2000. Très dur d'attirer un public dans une salle remplie d'ordinateurs avec des joueurs. Si dans certains pays, l'acculturation aux jeux vidéo s'est opérée de façon assez rapide, la culture gaming a souffert et souffre peut-être encore d'une image peu reluisante. Mais aujourd'hui, le grand public s'élargit et les événements e-sport trouvent leur audience. Là, aujourd'hui, on a des vrais salons, des vrais festivals qui ont été créés pour le jeu vidéo, qui permettent de montrer au public comment ça se passe en réalité et casser aussi les clichés un petit peu de la communauté gamer très renfermée sur elle-même, de geeks comme on dit, ou de personnes qui n'aiment pas discuter avec le public, ce qui est totalement faux. Donc ça a été, je pense, plein de facteurs différents qui ont fait que l'e-sport a pu évoluer. Je pense qu'on a tous travaillé pour l'évolution de l'e-sport et qu'il y a eu plusieurs dates comme ça qui ont permis de faire grossir. Donc mine de rien, c'est venu progressivement et finalement assez rapidement, parce que quand on regarde les 15-20 dernières années, il s'est passé tellement de choses qu'on se rend compte qu'on peut être assez fier quand même dans le milieu de comment il a évolué, parce que en quelques années, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Et aujourd'hui, il y a un vrai marché et énormément d'emplois qui ont été créés grâce à l'e-sport. Avec cette nouvelle popularité, les éditeurs de jeux vidéo ont leurs responsabilités. C'est le cas du jeu Dota, par exemple, qui a fait beaucoup pour crédibiliser et légitimer l'e-sport. On a le jeu Dota qui est un petit peu le jeu aussi de cœur et assez historique. On a énormément de personnes qui participent à ces tournois, beaucoup de professionnels, et elle est très regardée parce que Dota, à certains moments, a appelé aussi les spectateurs, spectatrices, les joueurs, joueuses à participer, à donner de l'argent aussi pour ce qu'on appelle le cash prize, donc ce qui a gagné à la fin. Et on a vu des sommes incroyables qui ont été réunies grâce justement à la population du jeu vidéo. On parle en plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a eu jusqu'à du 42-43 millions qui ont été récupérés grâce à la communauté, qui sont ensuite reversés aux équipes. Les communautés gaming font partie des communautés les plus engagées sur le web. Et certaines compétitions sont de véritables événements qui suscitent un engouement pour le moins très impressionnant. C'est le cas par exemple des Champions, du jeu Valorant, édité par Riot Games, un tournoi qui s'est déroulé à Istanbul du 2 au 18 septembre dernier et dont les places se sont arrachées en moins d'une heure. Et pour cause, ces événements sont de plus en plus attractifs parce qu'ils sont de véritables shows, comme elle nous l'explique. On va avoir les tournois League of Legends de Riot qui sont des événements à part entière, qui sont des shows à part entière. Parce qu'au-delà de la compétition en elle-même, qui a une forte notion de compétitivité et de performance, on a vraiment un véritable show qui est monté autour de ça, où on en a pour son argent quand on paye son ticket pour aller aux Worlds, par exemple, de League of Legends. Aujourd'hui, on consomme de l'e-sport, on consomme des tournois, comme on consommerait autre chose, comme on consommerait du sport ou tout autre loisir, ou comme on consommerait des tickets de concert. On y va vraiment pour l'expérience globale. Et donc, il y a une vraie demande et un vrai marché pour ça. Mais si la demande explose, le secteur n'est pas encore tout à fait rentable. Pour éviter de perdre trop d'argent, le milieu de l'e-sport a donc tout intérêt à signer des contrats avec des marques plus mainstream et qui ne proviennent pas du milieu. On pense à Nike et Adidas qui ont récemment investi, mais également à des marques dans l'alimentation et la téléphonie.
Le sponsoring, est-ce la seule source de revenus de l'e-sport, Servan Fischer? Parce que le deuxième revenu le plus important pour l'e-sport, c'est ce qu'on appelle le viewership. C'est comme dans le sport, ce sont les spectateurs, spectatrices. C'est réussir à être regardé de l'extérieur. Et là, ça va être un gros challenge pour les tournois de jeux vidéo parce que dans le sport, le foot est assez accessible, assez regardable. Vous regardez 20 minutes de foot, même si vous n'avez jamais joué, vous comprenez à peu près les règles et vous comprenez ce qui se passe à l'écran. Vous regardez certains jeux vidéo pendant 20 minutes, il est possible que vous ne compreniez rien du tout. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu vidéo et vous ne connaissez pas les règles, vous n'allez pas comprendre et du coup vous n'allez pas passer un bon moment. Et ça va être un petit peu l'enjeu de l'e-sport de demain. Comment intéresser les gens, comment faire en sorte qu'ils comprennent ce qui se passe à l'écran et qu'ils regardent. Et ça va venir aussi avec les prochaines générations, puisque les générations futures vont être beaucoup plus habituées aux jeux vidéo et à avoir joué aux jeux vidéo. Donc le viewership va sans doute augmenter grâce à ça aussi, avec l'évolution des mœurs et le fait que le jeu vidéo devient beaucoup plus populaire que ça n'a été jusqu'à présent. Un jeu d'acculturation donc, mais pas seulement. On va avoir d'autres enjeux bien sûr, j'en ai parlé un petit peu, mais tout ce qui est mixité et attirer aussi les femmes, mais pas que. J'ai parlé aussi du fait que ça coûte cher de jouer aux jeux vidéo, acheter un ordinateur. Comment est-ce qu'on adresse aussi des strates de la population qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur ou d'avoir accès à une bonne connexion Internet? Ça va être important aussi de les impliquer, ces gens-là. Ça va être important d'impliquer aussi, de manière générale, la diversité, que ce soit de couleur, d'orientation. On a des gros sujets comme ça de diversité et d'inclusion à travailler pour attirer aussi plus de gens, parce que ça fera du bien au milieu. Parce qu'on ne peut pas rester entre jeunes mâles blancs de 18 ans tout le temps. C'est pas possible. Sans oublier la protection des mineurs. N'oublions pas que certains jeux ne sont pas adaptés aux enfants. Si les éditeurs veulent attirer plus de monde, ils devront également se pencher sur la question. Ce milieu est composé de passionnés, intimement liés au web, à la culture d'Internet et notamment aux réseaux sociaux, dont Twitch. C'est d'ailleurs ce qu'a montré une fois de plus Zerator, streamer, organisateur de compétitions d'e-sport et surtout de The Event, un événement caritatif qui a levé plus de 10 millions d'euros lors de sa dernière édition en septembre dernier. Un sacré message d'espoir et d'exemplarité, Servan Fischer. Bonsoir à toutes et à tous, le The Event. Donc je pense qu'on est aussi pas mal des pionniers dans le milieu de ce que la société peut offrir aux futures générations. Et c'est plutôt de l'espoir pour les futures générations. Il y aura toujours des gens pour critiquer, bien sûr, le fait d'être sur Internet et d'aller tweeter et d'aller se servir des réseaux sociaux et d'être caché derrière un écran. Mais je pense que ça va vraiment se diminuer avec le temps et qu'on va prendre de plus en plus la mesure de l'importance justement d'organiser des tournois de jeux vidéo ou même d'avoir un tout autre métier, que ce soit dans la communication, le marketing, dans le jeu vidéo. C'est tellement large en fait, le spectre de métiers est tellement large dans ce milieu-là que ce serait vraiment bête de fermer les yeux là-dessus et de pas en profiter. Parce qu'encore une fois, je le répète, c'est de l'emploi, c'est de l'économie et donc ça fera du bien forcément à notre monde. Enfin, nous on vous dit ça, on vous dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez en savoir plus, pas de recommandations théoriques aujourd'hui, mais plutôt des travaux pratiques. Rendez-vous sur Twitch, naviguez entre les chaînes de Gotagan, Jill, Jirawa ou Little Big Whale. Et si le cœur vous en dit, prenez des places pour le prochain événement e-sport près de chez vous et tenez-vous prêts. Le Major CSGO, événement phare de l'e-sport, se tiendra à Paris en 2024. À vos marques, prêts, partez! Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à Swarma. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt!